À mes côtés, Dominique Gaillard, donc ravi de vous accueillir, président de France Invest, qui compte plus de 300 membres, je crois que c'est ça. Donc l'objectif est évidemment de promouvoir le capital investissement, mais pas seulement de participer à son développement. Vous allez vous apporter votre regard, on va dire, global d'investisseurs sur toutes ces questions dont on a parlé ce matin. Sylvie Perrin, enchantée de vous accueillir, avocat associé de Gaulle Florence et associé, société d'avocats d'affaires, donc qui offre notamment un service en conseil et en contentieux. C'est avec vous qu'on va voir de façon précise où se situent les risques dont on parlait, à la fois sur les PPI. On va peut-être glisser un mot quand même d'autoconsommation, parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en filigrane, mais c'est bien d'y revenir aussi. Et présidente de la plateforme verte, exactement, dont on parlait tout à l'heure avec Marie-Eva Edel, vous avez bien fait de le préciser. C'est bien aussi d'avoir le regard d'un fabricant sur toutes ces questions avec Nicolas Wolf, donc PDG de Vestas Europe Ouest, entreprise de fabricante d'éoliennes, qui va nous parler évidemment des PPA qu'il a mis en place et aussi de ce qu'il a vécu, on va dire, au quotidien. Alors on parlait des banquiers, il y a un instant, c'est pas un banquier, c'est une banquière, Cécile Moitry, enchantée de vous accueillir, responsable de l'équipe Sustainable Finance au sein de BNP Paribas CIB. Vous êtes en charge du développement des produits de financement vert pour la banque. Donc évidemment, vous allez apporter votre regard, là encore, de la finance sur ces questions-là. À vos côtés, Pierre-Antoine Machelon, directeur de gestion Eiffel Investment Group, qui va parler évidemment gérant d'actifs, un acteur majeur, on va dire, en termes de financement des entreprises et en particulier des entreprises dans les énergies renouvelables. Donc on va en parler évidemment avec vous. Et puis le regard d'Alexis Gazeau, bonjour, associé en charge des clean tech chez EY, un cabinet, pour le rappeler, spécialisé en audit, conseil en transactions, fiscalité et droit. Voilà, si vous avez toute une série de questionnements. Alors, je vais commencer par vous, Dominique Gaillard, pour avoir, on va dire, votre regard, aussi à travers aussi votre propre fonds, évidemment, sur, voilà, c'est pour reprendre à nouveau un petit peu de recul, après on a parlé concrètement sur les outils. En tant qu'investisseur, comment vous jugez finalement ces entreprises qui se préoccupent des enjeux environnementaux? Pourquoi est-ce si important qu'elles s'engagent? Merci beaucoup. Effectivement, je suis ici avec mes doubles casquettes, à la fois président de France Invest depuis le mois de mai, et puis France Invest qui regroupe environ 500 membres, qui investit à peu près par an 14-15 milliards d'euros, donc une somme assez importante. À cela, il faut rajouter environ 6-7 milliards d'euros dans les infrastructures, donc c'est quand même une force de frappe significative. Et puis je suis aussi président du directoire d'Ardian France, Ardian étant le premier investisseur en alternatif. Alternatif, c'est le capital investissement, c'est de l'infrastructure en Europe, et le 4e ou 5e mondial, et on gère environ 73-74 milliards de dollars à travers toutes ces sous-classes d'actifs. Alors, peut-être avec ma première casquette Ardian France, pourquoi est-ce qu'on attache énormément d'importance effectivement à tout ce qui est transition énergétique, amélioration énergétique dans les sociétés dans lesquelles on investit? D'abord parce que premièrement, c'est un horizon de temps. Quand on fait des investissements, on pousse les sociétés dans lesquelles on est actionnaire à faire des investissements dans ce domaine-là. C'est un payback qui aujourd'hui est à l'intérieur de la durée moyenne d'investissement, qui est de 5-6 ans. Et donc, vous savez, c'est toujours très, très difficile de pousser à faire des investissements la veille du jour où on sort, parce que du coup, financièrement et égoïstement parlant, c'est l'acheteur qui va bénéficier des efforts qui ont été consentis. Donc là, quand on rentre au capital d'une entreprise, on fait d'abord un audit environnemental et énergétique à l'entrée. Quand on en sort, on fait des VDD, des vendor due diligence environnemental et énergétique, pour convaincre l'acheteur futur que effectivement la société dans laquelle il va investir a fait ce qu'il fallait pour améliorer sa performance énergétique. Donc un horizon de temps qui est assez compatible avec notre investissement, dans le payback des investissements. Et puis on est convaincu que c'est un élément significatif de la création de valeur. Vous savez que nous, malheureusement, pour gagner de l'argent, il faut qu'on vende plus cher un actif qu'on a acheté par rapport au prix qu'on a acheté. Et on s'est aperçu de façon assez consistante et systématique que ces investissements sont de nature à augmenter la valeur stratégique des sociétés dans lesquelles on investit à la sortie. Je voudrais vous donner 2 exemples récents d'entreprises de notre portefeuille. 2 exemples dans la chimie. L'une société qui s'appelle DRT, c'était un nom un peu barbare, c'est une société des Landes qui fait des dérivés de résine terpinique, c'est tiré de l'essence du bois de pin. Eh bien, ils ont investi dès notre entrée
15 millions d'euros pour faire 3 cogénérateurs utilisant des résidus de fabrication, d'extraction du bois et des résidus de fabrication. Et le payback il sera aux environs de 3 ans, donc largement à l'intérieur de notre durée de détention. Et puis le deuxième dossier, c'était aussi un dossier de chimie, c'est une ancienne filiale de Rhodia qui s'appelle Novacap, qui est passée entre les mains de différents financiers. Et ils font maintenant des principes actifs du paracétamol en particulier, mais ils ont plein d'autres produits. Et à Nancy, ils sont en train de finaliser un projet d'une vingtaine de millions d'euros, un peu plus, 23 millions d'euros, pour là aussi de cogénération à partir de traverses de chemin de fer usagés. Donc avec un accord avec la SNCF, qui ne sait pas quoi faire de ces traverses de chemin de fer, qui sont quelquefois un petit peu pollués par les produits qui ont été mis dans ces traverses pour éviter qu'elles pourrissent. Et donc c'est un programme sur lequel on rame un peu pour le mettre en musique, mais dont le payback devrait être satisfaisant. Voilà, ça c'est sur les investissements dans la société industrielle. À côté de ça, on a des grosses activités d'infrastructure et on est très moteur sur les investissements d'infrastructure aussi parce que nos investisseurs, qui sont des compagnies d'assurance, qui sont des fonds de retraite, considèrent que la classe d'actifs infrastructure est extrêmement favorable pour elles parce que ça leur donne un rendement courant, à la différence des fonds de capital transmission où là vous travaillez plus sur la plus-value à terme, là donc du rendement courant, mais surtout ils investissent dans des fonds qui investissent dans des actifs dont la visibilité des cash flows et le risque associé est assez faible pour une rentabilité assez bonne. Et donc AXA, qui est un des gros investisseurs, Ardian étant une ancienne filiale du groupe AXA, nous a alimenté en fonds très très significatifs pour faire en particulier du solaire et de l'éolien et de la biomasse. Là aussi 2 exemples. On a financé en Greenfield en Italie un programme de cogénération et de production d'électricité à partir de paille dans le sud de l'Italie, avec des contrats avec les agriculteurs locaux qui fonctionnent bien. On parlait du potentiel tout à l'heure à la table ronde précédente en TerraWater. On y contribue avec ce type de projet. Et puis, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu l'article dans Le Monde de dimanche dernier. C'est un article où les GAFA disaient qu'ils avaient vocation, ils y étaient déjà, ou ils avaient vocation à être 100% énergie renouvelable pour l'alimentation de leur base de serveurs. Eh bien, on a créé 2 fermes éoliennes dans le nord de la Norvège, au-delà du cercle arctique, du cercle polaire, pour alimenter avec des contrats à long terme, je crois que c'est 13 ou 14 ans, avec Google pour alimenter Google en électricité d'origine renouvelable. Et la rentabilité associée à ces projets-là, avec un risque finalement très mesurable, est une rentabilité tout à fait satisfaisante. Dernier point, on est poussé par nos investisseurs dans nos propres fonds de façon de plus en plus insistante à pouvoir prouver qu'on améliore tous les critères ESG et en particulier l'efficacité énergétique et l'empreinte carbone des sociétés dans lesquelles on investit. Au début, il y a une dizaine d'années, ils nous demandaient de faire un constat de là où on en était sur toute une série d'indicateurs. Maintenant, ils nous demandent année après année de refaire des audits sur toutes les sociétés de notre portefeuille et de montrer que sur ces indicateurs-là, on progresse d'année en année. Donc, même si on ne voulait pas être vertueux, on serait forcé de l'être si on veut pouvoir relever des fonds. Voilà, je finis sur Ardian. Juste un mot peut-être sur, avec ma casquette France Invest. Bon, pour les mêmes raisons que celles que j'ai indiquées, il y a beaucoup de fonds maintenant qui arrivent à la fois pour alimenter des fonds clean tech et des fonds d'infrastructure. Fonds d'infrastructure, c'est 7 milliards d'euros l'année dernière et 1,2 milliard, 1,3 milliard pour financer des projets d'énergie renouvelable. Donc là, il y a vraiment une capacité à impulser, à diriger de l'épargne sur des projets d'énergie renouvelable qui est très très significative. Et puis France Invest, enfin certains des signataires de France Invest, des mandants de France Invest ont signé dans la foulée de la COP 21 une initiative qui s'appelle IC20, l'initiative climat 2020, dont la vocation est en tant qu'actionnaire responsable, de mesurer et de promouvoir dans les entreprises dans lesquelles nous investissons des développements à bas carbone. Aujourd'hui, on en est à 22 signataires et je crois que la France peut s'honorer d'être dans le private equity, d'être très en amont, très en avant sur ces initiatives-là par rapport à l'ensemble de l'Europe. Voilà. Alors, merci pour poursuivre sur cet éclairage, Cécile Moitry, pour
BNP Paribas CIB. Là encore, votre regard aussi sur les entreprises et pourquoi faut-il que les entreprises s'engagent, vous, de votre point de vue? Alors, il y a évidemment un aspect risque. Quand une banque prête, elle regarde le risque de ses clients et c'est avant tout peut-être par ce biais-là que c'est tout d'abord apprécié. Et je crois que le fait que l'évolution des business models de nos clients et puis des concepts comme alors c'est l'expression anglaise qui me vient en tête, le stranded asset, donc ces actifs qui vont, si on s'inscrit dans un scénario de degré, de toute façon devront être arrêtés parce que ce sont des centrales à charbon, que ce n'est pas cohérent avec cet objectif. Voilà, tout ça fait que ce sont des éléments qui doivent être pris en compte par les banques et intégrés dans leur appréciation de chacun de leurs clients. Alors, et cet élément qu'on peut appeler ESG ou extra-financier sur les clients, ça c'est quelque chose qu'on regarde depuis très longtemps, qui ensuite est formalisé de plus en plus au sein d'outils en interne comme en externe. On a maintenant beaucoup d'attention qui est portée aux agences de notation extra-financières. Et on est aussi maintenant à un tournant où on va encourager les entreprises qui sont performantes sur ces éléments-là. Alors, il y a juste pour vous donner un exemple, il y a une transaction qui a été faite plutôt en début de cette année avec Danone, où sur la mise en place d'une facilité classique de liquidité, donc fournie à Danone par l'ensemble de ses banques, ça a intégré un mécanisme en fait de récompense, mais aussi il y avait l'effet inverse de punition, si Danone ne performait pas sur des critères spécifiquement ESG ou Sustainable at large, pardon, de façon plus large. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est en train d'être... La partie risque est intégrée et maintenant c'est en train d'être encore plus poussé. Si on vient à l'aspect des énergies renouvelables, alors je m'excuse par avance auprès des personnes du panel précédent, je suis malheureusement pas la personne la plus technique pour répondre à leurs questions. Toutefois, ce que je peux dire, c'est que aussi du point de vue des banques, il y a une évolution très forte. Et ça, c'était 2015, c'était, je pense, c'est au moment de la COP21 où je pense qu'il y a eu une prise de conscience très forte sur ces sujets. Et dans le cas de BNP Paribas, il y a eu cet engagement de doubler en l'espace de 5 ans les financements qui étaient faits aux énergies renouvelables. Et je pense que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, bon, tout d'abord, il y a un engagement très fort qui donne une direction. Ça venait également, cette annonce venait aussi en même temps que l'annonce d'un retrait du financement de tout ce qui était charbon, avant un retrait total là-dessus. Il y avait quand même un mouvement global qui commençait à arriver justement sur décarboner aussi la finance, quoi, pour résumer. Donc vous étiez dans ce mouvement-là aussi. Tout à fait. Mais, et donc plus précisément sur les énergies renouvelables, c'est le fait que, c'est un secteur qui est relativement jeune au regard des autres secteurs que la banque peut financer, mais ça indique un engagement, ça indique aussi un certain confort un certain confort, relatif confort avec les risques qui sont pris, parce que derrière l'idée de faire de 2020 15 milliards de financements dans les énergies renouvelables, ça couvre des financements sur des projets offshore particulièrement risqués, puis c'est aussi du refinancement de portefeuilles de plus de choses. Donc on a toute une gradation sur le type de risque qui est le type de financement qui est fait derrière ça. Et puis ce qui est intéressant pour les énergies renouvelables, c'est les banques émettent de plus en plus maintenant des green bonds et ont besoin de ces actifs verts. Et donc c'est pour ça que le financement auprès des énergies renouvelables, mais également d'autres actifs en lien avec la transition énergétique, les banques ont besoin d'originer ça et de les sourcer pour pouvoir ensuite émettre ces obligations vertes. Et peut-être juste pour terminer, ce qui est, je trouve, très puissant avec les énergies renouvelables, c'est que c'est quelque chose c'est un point d'entrée pour des entreprises, pour des banques, qui matérialisent de façon très immédiate l'engagement. Et ça permet ensuite d'ouvrir des portes à autre chose. Donc, pour vous donner un exemple, voilà, les énergies renouvelables, ça parle à tout le monde visualise très bien les éoliennes, les panneaux photovoltaïques. Et puis après, on se dit oui, mais peut-être, est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que, est-ce que c'est la question d'efficience énergétique? Voilà, ça amène beaucoup d'autres sujets. En tout cas, avec vous, comme ça, on a
planter, on va dire globalement, le décor et l'intérêt aussi, même si on en parle depuis le début de la matinée pour les entreprises. On va aller concrètement dans le sujet des risques avec vous, Sylvie Perrin de De Gaulle, Florence et Associés, que j'en mêle pas tout, sur vraiment quels sont ces risques, même si bon, on en a déjà parlé quand même pas mal depuis ce matin, hein, c'est revenu, mais les identifier en termes de PPA et puis aussi quand même d'autoconsommation, parce que important. Oui, parce qu'il y a une proximité des deux sujets. C'est-à-dire quand on parle de corporate PPA ou d'autoconsommation, il y a un risque identifié qui est également, on n'a plus la même contrepartie. D'un côté, dans le projet d'autoconsommation, celui qui est le consommateur qui va produire et celui qui va finalement, dans le cadre d'un tiers investissement, payer pour sa centrale. Donc c'est une contrepartie qui n'est pas EDF. Et d'un même côté, dans un corporate PPA, on a un peu la même chose. Donc les problématiques se rejoignent côté bancaire et côté investisseur pour savoir finalement comment à la fois couvrir le coût de l'infrastructure de ces travaux que représente l'installation de centrales, de lisser dans le temps et d'avoir des durées les plus longues possibles pour justement soit bénéficier d'une économie d'énergie dès que possible ou en tout cas pour rentabiliser l'actif également. Et parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parfois c'était d'essayer d'avoir une vision à 10, 15 ou 20 ans, alors parfois on ne voit un marché qu'à 3 ou 4 ans. Tout à fait. Alors bon, c'était intéressant d'ailleurs dans le forum de ce matin de voir que Microsoft fait ses opérations à 10 ans et c'est Microsoft. Donc bon, on peut espérer on arrivera quand même à 10 ou 15 ans bientôt. En tout cas, oui, il y a des contraintes. Enfin, on en a parlé ce matin, mais il y a déjà des pistes de solutions également. Donc les contraintes, bon, il y a les risques, c'est l'intermittence, ça on le connaît hein, dans le renouvelable. Donc c'est pour ça aussi qu'un mix énergétique ou une sorte de mutualisation des projets est une bonne chose pour mutualiser ça. Le travail avec les experts et les agrégateurs est important pour comprendre justement comment ça fonctionne. Il y a des solutions assurantielles, hein, je pense qu'on en a parlé ce matin, qui peuvent permettre en partie de gérer ça, plus les questions de prévisibilité. Alors c'est vrai qu'on est tous un peu échaudés par les prévisibilités, ceux qui ont commencé comme moi il y a une vingtaine d'années et qui ont regardé les études devant à l'époque. Ensuite, quand on voyait la réalité des parcs, c'était pas du tout ça. Simplement, il y a quand même une meilleure technique aujourd'hui, une meilleure maturation du marché en tout cas, qui permet de regarder ces éléments-là beaucoup mieux et un peu plus fiable en tout cas sur la partie solaire. Ensuite, je pense, bon, à part l'intermittence, on a bien sûr le risque principal qui est le risque de contrepartie. Pour une banque, avoir racheté une créance EDF, c'est un montage facile. Ensuite, il faut évidemment regarder les assureurs, le producteur, qui va construire, qui va faire la maintenance. Tous ces sujets sont importants parce qu'il faut cadrer l'ensemble des risques hein, pour l'investissement qui est fait sur le bilan de la banque, normalement. Voilà. Par contre, quand on n'a plus cette contrepartie et cette visibilité, qu'on est obligé de tenir compte de la production de l'énergie, et là, il faut travailler sur d'autres pistes. Donc, les pistes sur lesquelles on commence à travailler, c'est la substitution de contrepartie. C'est-à-dire que vous avez face à vous un acteur, que ce soit dans l'autoconsommation ou le corporate PPA, et finalement, si cet acteur n'est plus là, n'est plus rentable, défaillant, est-ce que j'ai une solution de rechange là où je suis pour cette revente? Ça, c'est essentiel. Plus vous aurez des solutions de substitution à mettre en place, plus ce sera simple. Il y a des solutions de substitution qui sont un peu inconnues par rapport au prix de l'énergie, mais il est possible quand même aussi d'utiliser tous ces acteurs, notamment ces agrégateurs du marché, qui peuvent aujourd'hui, et tous les 5 ans, ou 3 à 5 ans, vous dire voilà comment je vais racheter votre énergie, je peux m'engager sur 5 ans. Donc c'est un petit peu un revolving sur lequel on peut également travailler pour non pas faire tomber le risque. Je pense qu'on est tous conscients qu'il y a des risques partout. Il faut simplement réussir à bien les cadrer pour ne pas mettre en danger l'argent qu'on va placer dans les fonds d'investissement ou dans nos comptes bancaires. Voilà, donc ça c'est d'autres méthodes. Il existe également, on en a parlé ce matin, des méthodes de rehaussement. Il peut y avoir des garanties des rehaussements. Alors malheureusement, le marché français n'est pas bien équipé. J'ai fait un bon tour du marché justement pour essayer de voir qui pouvait faire du rehaussement sur ça. Les quelques acteurs qui existaient dans les actifs sont plus tellement présents. On en trouve sur le marché anglais, sur le marché irlandais et aux États-Unis. Donc il va falloir aussi une maturation de ce marché et puis faire venir ces acteurs parce qu'il y a des très beaux produits de rehaussement qui peuvent aider
à la fois les agrégateurs, les producteurs, ou venir donner une garantie aux banques, la garantie qu'elles attendent, une sorte de first loss guarantee, ce qu'on appelle la first loss guarantee. Donc, il y a des sujets qu'on peut gérer de cette façon-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme risque? Alors, il y a un peu, la complexité. Quand on est sur du corporate PPA, on peut être sur du très gros. Hein. On a vu le cas de Microsoft, mais on a aussi en France beaucoup de petits projets. Et si on parle de l'autoconsommation, vu le mécanisme et l'incentive réglementaire, on est sur des tout petits projets. Donc, comment rendre rentable et financer des tout petits projets quand on parle de petits projets de moins de 100 kilos? C'est pas quelque chose de simple. Alors on peut dire d'un côté c'est un avantage. Disaient en autoconsommation collective, pour le moment c'est pas rentable. Enfin, grosso modo. Voilà. Alors je dirais pas ça. Je dirais que oui. En fait, on a un vrai problème global pour une accélération de la transition énergétique. Il faut réussir à faire sauter ces verrous que sont la fiscalité. Mais il y a des projets qui pourraient être rentables. Alors bon, malheureusement, vous avez tous vu dans la presse qui est passée sur l'amendement qui a été déposé dans le cadre de la loi Elan, la commission mixte, enfin, a rejeté le rayon d'1 kilomètre qui était prévu. Donc là, on va devoir attendre quelques mois de plus, une perte de quelques mois jusqu'à ce qu'on ait la loi PAC et que ça puisse passer par ce biais-là. Bon, c'est dommage, mais ça ralentira pour la majorité des projets. Mais c'est vrai qu'avec une distance un peu plus large, ça permet quand même de faire des beaux projets dans certaines circonscriptions. Nous, on a regardé des BP dans des circonscriptions avec beaucoup d'actifs et d'énergivores, beaucoup de sites et d'énergivores. Ça peut être aussi assez intéressant. Voilà, alors l'impact réglementaire est important parce qu'aujourd'hui, on a très peu de flexibilité. Vous parliez de l'autoconsommation, on n'a pas de passerelle. On ne peut pas passer du collectif à l'individuel, l'individuel au collectif, passer facilement au marché, revenir. C'est-à-dire, on n'a pas d'acheteur obligé non plus, donc tout ce mécanisme de souplesse. Mais je pense que c'est notre travail à nous tous de justement pouvoir faire ressortir les difficultés, les amener devant les personnes qui décident, les expliquer et puis essayer de trouver des pistes de solutions. Alors vous avez commencé justement à les évoquer, ces pistes de solutions. On va les voir évidemment, notamment avec Pierre-Antoine Machelon, mais je voulais d'abord aller concrètement dans des exemples pour savoir aussi comment ça s'est passé et comment chacun aussi a pu le vivre et pouvoir voir comment il a fait en sorte de maîtriser ses risques. Avec vous, Alexis Gazeau, pour commencer avec un cas concret d'entreprise que vous accompagnez chez EY. Oui, alors juste avant d'y venir, effectivement, je voulais aussi mentionner le fait que l'un des aspects qui nous interpelle chez EY, c'est le fait qu'effectivement, on le voit que ce sujet des corporate PPA, ça devient un vrai sujet d'intérêt très fort pour beaucoup de développeurs, qui voient que c'est une voie de diversification aujourd'hui dans un marché d'énergie renouvelable qui sort de cadres très régulés pour aller vers des cadres plutôt merchant. Donc on voit que tout le monde s'active là-dessus dans le monde des énergies renouvelables. Pour autant, c'est encore un marché qui est plutôt très américain, Europe du Nord, etc. Et je pense que c'est important de rappeler, quand on disait tout à l'heure que c'est important d'apprendre des marchés à côté, que voilà, chaque marché a son cadre spécifique. Il y a des marchés où effectivement on peut avoir une compatibilité de subventions avec de certaines formes de subventions avec ce type de contrat, dans d'autres non. Il y a des aspects culturels également qui jouent sur le fait que dans certains pays nordiques, il y a une habitude plus forte à aller là-dessus. Il y a des questions parfois de contraintes d'approvisionnement qui ont également pu jouer, puisque finalement on voit qu'au Maroc, il y a des formes de corporate PPA quelque part qui existent depuis longtemps. Donc voilà, un sujet qui se développe, mais je pense qu'il faut faire attention à pas trop non plus comparer ce qui n'est pas forcément comparable. Après, pour revenir effectivement plus directement sur votre question et pour rebondir sur ce que disait Sylvie, effectivement, aujourd'hui, ce que l'on voit notamment sur le marché français, c'est que effectivement, au-delà de l'intérêt très clair des corporate PPA, et je pense qu'il a été pas mal développé lors des précédentes interventions, que ce soit en termes de politique renouvelable, RE100, de politique de développement durable, mais aussi d'affordability, etc., vu qu'il y a une compétitivité aujourd'hui des projets qui peuvent être proposés, c'est quand même des démarches qui restent compliquées. Et je dirais que par rapport à effectivement certaines entreprises avec lesquelles on est en relation, je pense que pour des acteurs qui aujourd'hui avaient un contrat standard de supply, de fourniture d'énergie auprès d'un grand opérateur sur 1 an, 2 ans, 3 ans, basculer à un contrat qui peut être
long, qui peut être un contrat de 15 ans, qui parfois est le contrat le plus long d'ailleurs que cette société a, c'est un certain saut. Donc après, ça nécessite d'avoir en interne, je dirais, les ressources, que ce soit en compétences ou en temps, dédiées à cela, parce qu'il faut quand même avoir, pour se lancer dans un contrat de cette ampleur-là, une bonne compréhension effectivement de sa consommation. Ça a été, je pense, longuement mentionné dans la table ronde précédente. Mais également, si vous vous inscrivez sur un pas de temps long, comment effectivement se prémunir contre le fait que vous allez avoir aussi des variations parce que votre périmètre va changer, parce que vous allez peut-être fermer un site ou ouvrir un site, alors que vous êtes engagé avec un contrat à nouveau sur un actif donné pour une production donnée que vous avez estimée à telle date. Donc il y a une vraie question de mobilisation en interne du temps pour bien comprendre ce profil et ce qu'implique le basculement dans ce pas de temps long. Et puis également être aussi en capacité de comprendre ce que veulent dire également les évolutions de prix, puisque l'argument majeur qui va être fait par rapport aux décideurs ultimes côté bailleur, c'est finalement de dire, bon, peut-être qu'on perd un peu dans les premières années, mais si on regarde sur la totalité de la durée de vie du contrat, là, on y gagne. À nouveau, c'est pas si évident que ça comme argumentaire de se dire, on bascule dans une logique où on va avoir une contrepartie, comme disait Sylvie, qui est peut-être différente, pas forcément, mais peut-être différente, et pas forcément, avec toujours la balance sheet la plus convaincante, sur un actif qu'on a peut-être choisi parce qu'on le voulait local. Ça a été mentionné tout à l'heure, le fait qu'on puisse vouloir un actif qui soit dans une région, un pays où on est présent, on peut avoir un critère particulier. Un critère d'additionnalité également, point qui a été mentionné, et le fait de se dire je me lance sur un contrat pour un projet qui a différents stades de développement, qui est peut-être permitted, etc., mais qui n'est pas encore construit. Donc tout cela va faire qu'effectivement l'argument qu'on va pouvoir apporter au PDG, ce sera au-delà de l'image, celui du prix, mais du prix sur la durée. Et ça aussi, c'est une pédagogie à faire qui n'a rien d'évidente, puisqu'à nouveau, ça marque un changement des pratiques. Et puis après, trouver un bon projet qui correspond aux critères qu'on a définis n'est pas forcément une évidence. On a pu le mentionner, on a parlé tout à l'heure de PPA à l'étranger sur des projets qui sont très gros, hein, des projets au Mexique, aux US, etc., qui peuvent être des projets très gros. En France, on n'a pas tant de gros projets que ça. Après, comme l'a mentionné Sylvie, désolé, je te cite de manière répétée, c'est aussi parfois ce qui correspond bien aussi au corporate, puisque parfois on n'a pas toujours des très gros, mais effectivement des entreprises de services ou de petites industries qui n'ont pas des besoins énormes, mais justement n'ont pas non plus l'habitude d'aller chercher les bons porteurs de projets. Donc après que l'on fasse un appel à projet, un appel d'offres, etc., à nouveau c'est toute une démarche qui est assez nouvelle, qui est compliquée. Il faut savoir ensuite analyser des offres qui sont, par expérience, pas si simples que ça à comparer. Donc là aussi, il y a une vraie, je trouve, barrière. Et puis, après, vous avez des questions qui sont plus du domaine de Sylvie, mais du contracting, où vous pouvez avoir des choix différents, de formes différentes de contrats. On a longuement parlé de physique, virtuel, etc. Mais ce sont des vrais choix qui exposent à différents risques de prix, à différents risques et notamment des risques de prix. Et puis également des formules justement de calcul du prix qui sont diverses, il y a différentes options. Donc tout ça, ce sont des décisions qui sont parfois pour... Donc c'est un peu au cas par cas, si je vous écoute. C'est-à-dire qu'en tout cas, pour des personnes qui sont des personnes des achats, des personnes qui sont plutôt du facility management, ça ouvre tout un champ de complexité qu'elles n'avaient pas jusque-là été habituées à maîtriser. Et donc c'est compliqué. Voilà. Et si je rajoute ensuite le traitement comptable, ça a été mentionné rapidement, je crois, par Danone tout à l'heure, mais là aussi c'est un vrai sujet, le traitement comptable que l'on peut faire, puisque derrière, il y a aussi une notion de se dire, pour l'entreprise, j'avais des garanties d'origine, par exemple, donc j'étais vert clair, maintenant je vais être vert foncé avec un vrai projet concret, physique. Mais voilà, après, derrière, effectivement, se pose la question de quel CAPEX je mobilise là-dessus, ou en tout cas comment est-ce que c'est traité comptablement. En tant qu'EY, je ne peux pas ne pas en parler, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Donc voilà, tout ça pour dire que au-delà du vrai buzz qu'on entend sur le sujet, et je pense que c'est un sujet effectivement qui va se déployer, aujourd'hui, du côté des corporates, du côté des acheteurs,
au-delà des grandes entreprises et des leaders dont certains sont exprimés aujourd'hui, il y a aussi toute une série d'entreprises de taille plus petite qui auront besoin de formation, auront besoin de modèles, de templates. Alors, je suis content d'entendre aussi qu'il y a d'éminents ou d'éminentes juristes qui travaillent sur des templates, qui travaillent sur des modèles, ce qui va faciliter le démarrage de ces sujets. Mais à nouveau, il y a un vrai effort de pédagogie et d'appui, à mon avis, qui est nécessaire pour que le sujet prenne son envol. Je vois que Sylvie Perrin est prête à réagir, mais juste pour savoir, vous accompagnez là sur des PPI à l'international. Il y a des projets en France. En France également. Ouais, d'accord. Donc on va peut-être voir ça sortir. Dans les industries de services. Voilà. Sylvie Perrin, vous voulez réagir? Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Alexis, parce qu'en effet, la perspective, quand la banque analyse un dossier comme ça, de risque a changé. Avant, il y a la créance de EDF et après, il y a les faiblesses des projets. On va traiter les faiblesses des projets avec des aménagements dans la dette, le DSRA. Il y a toutes sortes de techniques pour pouvoir aménager. Quand on n'a plus la créance face à EDF et que le point central est de récupérer le cash flow, tous les points deviennent importants. C'est-à-dire que toute la matrice de risque devient non pas des points secondaires, mais primaires. Donc, il faut réfléchir, comme je disais tout à l'heure, en termes de substitution, en termes d'autres types de garanties, notamment des garanties immobilières sur des actifs immobiliers en sale and leaseback, etc., pour augmenter le potentiel de valeur de récupération par la banque. Mais également, il y a d'autres solutions qui peuvent se mettre en place avec des gages particuliers sur les actifs, avec une mutualisation, avec des questions d'intérêt social, etc. Et ça devient beaucoup plus important parce que ça vient finalement en première place. C'est ce que je voulais dire. Et juste aussi pour compléter un point qui est loin d'être anodin sur le choix du contrat, justement, si vous êtes sur un contrat typiquement physique en sleeving, vous allez devoir avoir un contrat back-to-back et du coup articuler votre contrat PPA avec le supply et le fournisseur sera peut-être différent. Donc là aussi, c'est une complexité qui n'est pas toujours anticipée. Et complexité juridique, parce qu'on a vu tous les projets d'autoconsommation depuis un an qui sont passés. Il n'y a pas un projet qui se ressemble sur le plan de la structuration juridique, faut le savoir. Oui. Ça, c'est la complexité aussi. Alors, autre retour d'expérience, autre exemple concret avec vous, Nicolas Volz, pour Vestas. Si vous avez, je crois, des visuels, vous avez une petite zapette, comme je l'appelle, devant vous, en plus. D'accord. Alors, nous, Vestas, on est fabricant d'éoliennes. Et évidemment, notre objectif, c'est de vendre des machines et des contrats de maintenance qui sont associés sur des périodes assez longues, puisqu'aujourd'hui, on signe des contrats de maintenance sur 15 à 20 ans. Jadis, le monde était pour nous assez simple, puisqu'on avait des mécanismes de support qui nous permettaient de vendre ces machines à travers le monde, donc le tarif éolien. Et depuis quelques années, on a vu en fait l'arrivée des appels d'offres qui ont profondément, avec les corporate PPAs, qui ont profondément changé la façon dont on travaille en fait à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, en 2018, on attend plus de 25 gigawatts d'appels d'offres. Donc vous voyez, vraiment, il y a quasiment 80% en fait, des quantités qui sont vendues à travers les appels d'offres et les corporate PPAs. Donc tout ça nous a amené à repenser un petit peu la façon dont on travaillait. Et un petit peu comme Cicéron, on a essayé avec les sentiments ou la force, mais ça n'a pas marché. Donc on s'est concentré sur l'intérêt que pouvaient trouver nos clients à utiliser nos machines. Et l'intérêt, c'est bien évidemment la compétitivité. Donc ce matin, à plusieurs reprises, on a dit oui, mais l'éolien, finalement, c'est pas vraiment compétitif. Donc là, je voudrais vous assurer que l'éolien est compétitif et aussi compétitif que le solaire. Nous, Vestas, on travaille, vous le savez, dans le monde entier. On est aujourd'hui une société qui représente plus de 24 000 personnes, 10 milliards de chiffres, et on va, je pense, passer cette année la barre des 100 gigawatts installés dans le monde. Donc on a eu la chance de travailler sur tous les continents, et on a en particulier signé les corporate PPAs en Amérique latine, que tu as cité, Alexis, avec des niveaux de prix qui sont extrêmement bas. Alors évidemment, les sites nous permettent d'arriver à ces niveaux de prix. Je pense notamment au Mexique, au Brésil, où on est aujourd'hui aux alentours de $20 du mégawattheure. $20 du mégawattheure à comparer au tarif éolien français, 81 € du mégawattheure. Vous voyez la différence. Évidemment, en France, on a des conditions de vente qui sont fort différentes et peut-être moins intéressantes. Mais tout ça démontre notre capacité en fait, à accompagner en fait, ce mouvement et accompagner les corporate PPAs. Ce que je vois aussi, c'est que quand on s'engage dans un corporate PPAs, on va s'engager en fait sur un site de production qu'on va devoir utiliser pour subvenir à ses besoins. Ce matin, on a eu l'intervention donc SNCF et évidemment, on ne peut pas imaginer un train qui s'arrête parce qu'il n'a pas d'électricité. Donc, il faut trouver en fait une source de production qui permette justement. Jamais, les trains. Exactement.
justement pour trouver une source de production qui va permettre de subvenir à ces besoins. Et je pense qu'à plusieurs reprises, on a insisté en fait sur le mix. On parle d'intermittence, moi je parle plutôt de variabilité. Et cette variabilité, en fait, elle peut être traitée à travers en fait plusieurs sources d'approvisionnement. Donc une source de croissance qui est assez forte, une source de croissance qui pour l'instant est réservée plutôt aux pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, les pays nord de l'Europe, et puis également Amérique latine, donc Brésil et Mexique en particulier. Sur la France, bien évidemment, on s'y prépare, mais personnellement, moi je vois l'arrivée des corporate PPAs un peu plus tard en France. Comme toujours en France, on est un petit peu décalé dans le temps. Ce n'est pas grave, on va s'y préparer. Mais en tout cas, sachez qu'en termes de compétitivité, on sait faire, et en termes de maturité technologique, aujourd'hui, on sait également faire. Alors, j'ai apporté juste un exemple que je veux partager avec vous. C'est un corporate PPA qu'on a signé en Suède. Alors, je ne suis pas spécialiste du suédois, donc j'ai simplifié le nom du projet en mettant Blafa, qui est plus facile à prononcer. C'est un projet qui fait à peu près 350 mégawatts, qui est situé au centre de la Suède, avec deux sites en réalité. Et moi aussi, j'ai fait un petit schéma qui est moins joli que ceux de Sonia, mais sur lequel en fait, on comprend en fait la façon dont on a monté ce projet. On s'est associé avec Vattenfall pour ce corporate PPA, et également on s'est associé à Pictet, qui est le fonds de pension danois, qui est venu investir à nos côtés. On a monté une société de projet pour réaliser donc ce parc, qui est un grand parc à l'échelle donc de la France, 350 MW, c'est bien plus grand que ce qu'on est capable de faire en France. Et on a signé en fait un corporate PPA avec une société qui s'appelle North Hydro, qui est une société qui produit de l'aluminium. Et vous le savez, c'est une industrie qui consomme énormément d'énergie. Et pour ce cas présent, on a signé un corporate PPA sur 20 ans. Je pense que c'est une durée qui est extrêmement longue. À ma connaissance, c'est le corporate PPA le plus long qu'on ait pu signer. Mais ça donne aujourd'hui une bonne idée de ce qu'on est capable de faire en termes de prévision en fait, de productibles, de coûts d'énergie à venir. Et comment vous avez réussi justement à voir aussi loin? Parce qu'on parlait de cette difficulté de se dire les marchés, on a une visibilité 3-4 ans, là vous vous engagez. C'est surtout en fait on est en train de voir aussi les solutions. C'est l'off-taker qui s'est engagé, c'est lui qui a pris son risque. Je pense qu'il y a une notion de risque qui est évidente. Bien évidemment, vu sa consommation d'énergie, on ne représente qu'une toute petite partie de sa consommation annuelle. Donc j'imagine qu'ils sont arrivés en fait à avoir différentes sources. Ils ont ainsi géré le risque. Mais en tout état de cause, on est aujourd'hui capable de travailler sur des durées assez longues avec une technologie qui est mature, sur laquelle on s'engage sur un productible, et on a des engagements en fait chaque trimestre. Donc voilà un petit peu comment on a fonctionné. Je pense que c'est un bon exemple de corporate PPA. Ça présage de ce qu'on pourra peut-être avoir en France, si ce n'est qu'en France, vous le savez, le développement nous impose bien souvent, enfin impose à nos clients bien souvent des parcs de petite taille. La taille moyenne en France, je pense qu'on doit être à 17 MW aujourd'hui. Et il va falloir trouver des systèmes en fait, où on va pouvoir combiner plusieurs parcs pour arriver à des économies d'échelle qui sont nécéssaires pour pouvoir signer ce genre d'accord. Oui, parce qu'on a bien compris les enjeux. Si je peux me permettre, quand vous dites que l'éolien est maintenant très rentable, vous parlez d'éolien terrestre. Je parle de l'éolien terrestre, mais je pense qu'on peut dire aussi la même chose de l'éolien maritime, puisqu'aujourd'hui, si on regarde les derniers appels d'offres sur l'offshore, on est à peu près à 70 € du mégawattheure, donc on est là aussi en dessous du tarif éolien connu en France. Donc ça démontre en fait que depuis 5-6 ans, l'éolien terrestre et maritime a progressé de façon considérable en termes de coût d'énergie. Et on a évidemment un aspect image qui est très important, qui a été évoqué à plusieurs reprises ce matin. Les entreprises ont besoin de démontrer qu'elles sont effectivement dans cette mouvance verte. Les marchés financiers vont l'exiger et tout le monde va être obligé de le faire. Mais au-delà de l'image, je pense qu'il y a aussi l'intérêt économique. Une société doit être compétitive et elle doit avoir des sources en fait, énergétiques compétitives. Et je crois qu'aujourd'hui, l'éolien est capable justement de les aider à atteindre cette compétitivité. Peut-être juste deux points sur l'éolien, puisqu'on en parle. On s'est aperçu maintenant qu'on a une certaine antériorité sur des projets de ce type-là, que par rapport au cas de base de rentabilité qu'on attendait sur nos programmes d'éolien, finalement, on fait mieux que ça parce qu'on a des programmes à ce qui était la durée de vie estimée des turbines. On a réussi à faire des revampings avec l'aide de gens comme vous pour étendre la durée de vie des champs et donc d'ajouter une rentabilité prévisionnelle supérieure à ce qui avait été imaginé au départ. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous, les datas sur le vent,
au début des dossiers qu'on avait fait, les datas étaient quand même très très insuffisants et on a pêché assez souvent par optimisme par rapport aux chiffres qu'on avait. Et enfin, dernier point, quand on fait des structures de ce type de celle que vous avez montré en Suède, on ne ferait pas d'opération si on n'avait pas des corporate PPA sur une durée au moins de 12 ans. Donc, ces 12 ans, ça nous paraît le minimum, nous, pour avoir la visibilité qu'on veut sur la rentabilité de nos capitaux investis et puis de trouver des financements bancaires associés. J'ajouterais juste un dernier point sur la technologie. En France, malheureusement, aujourd'hui, on parle de corporate PPA pour les parcs éoliens qui sont en train de sortir de tarifs. Et ces parcs-là, c'est les parcs les plus anciens qui utilisent des machines qui, à nos yeux, sont des machines obsolètes. Donc, qui n'ont pas, en fait, la compétitivité requise pour pouvoir se positionner, en fait, sur les marchés. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a des technologies beaucoup plus récentes, des machines plus larges, qui nous permettent, en fait, d'arriver à des coûts qui sont extrêmement bas. Alors, je vais vous faire réagir, Pierre-Antoine Machon, mais je crois que juste avant, Alexis voulait ajouter quelque chose, et après, je vous passerai la parole et le micro. Enfin, on vous le passera sans souci. C'est très rapide, mais juste, je voulais dire qu'effectivement, nous, on voit effectivement des projets qui sont proposés pour des corporate PPA qui peuvent être très compétitifs en solaire, mais également en éolien, alors, y compris effectivement des projets plutôt éoliens en fin de période d'obligation d'achat, mais là plutôt pour des durées assez courtes en fait, des contrats de 5 ans ou autres. Après justement sur la durée, nous on voit plutôt du 5 à 15 ans selon les cas, et c'est intéressant dans ton exemple Norsk Hydro de voir 20 ans. Après je comprends, je ne connais pas très bien ce marché, mais je comprends que justement c'est là où le facteur culturel joue un petit peu, c'est-à-dire que des sociétés comme Norsk Hydro ont eu l'expérience et l'habitude déjà depuis longtemps de contracter, notamment sur de l'hydro, sur des périodes longues. Et ça, c'était un choix pour eux, effectivement, de sécuriser un approvisionnement et surtout d'avoir une visibilité sur le prix de manière longue. Donc, il y a peut-être aussi un aspect un peu culturel qui joue. Alors, Pierre-Antoine Machon, vous pouvez déjà réagir, d'Eiffel Investment Group. Avant qu'on poursuive sur la question aussi des solutions qu'on peut apporter, on voit que voilà, c'est encore aussi tout neuf et qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Allez-y. Oui, alors je ne sais pas par quoi je commence, mais peut-être par la fin. Je vais juste réagir au fait, là on se réjouit tous, la compétitivité s'améliore, mais si la compétitivité s'améliore, ce n'est pas seulement grâce à tout ce qu'on a dit, M. Vestas, mais c'est aussi Mme BNP. Et pourquoi Mme BNP? Parce que c'est la prime de risque aussi qui a fortement baissé. Et je pense que ce dont on parle depuis ce matin, c'est des risques, que cette prime de risque, on l'a mise toute sous le tapis, mais elle ressurgisse, puisque on n'a plus un seul acheteur EDF-État, mais peut-être un petit, pas forcément un gros. On n'a pas forcément la SNCF, il n'y a pas 40 000 SNCF en France. Et on n'a pas non plus... on aura peut-être une différence pour le producteur. Est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit? Il ne va pas être traité de la même façon, alors que face à EDF, on lui prenait le même prix. Et puis on a cité bien sûr le risque d'intermittence. Tout ça, c'est extrêmement important, parce que les prix du financement, ils ont été divisés par 2, si ce n'est pas plus. C'est aussi pour ça que le coût il a été divisé par 2. Donc là, on se réjouit tous, on est tous nombreux, on est peut-être 300 parce qu'on est passé au croisement des courbes à 60, mais on risque de passer à 120 si on ne gère pas ces risques qui sont les risques de l'économie normale. C'est-à-dire que, à qui je vends et qui suis-je moi pour vendre? Et suis-je en mesure de toujours fournir le service comme mon client le veut? Tout ce qu'on raconte depuis un moment. Mais bon, pour ça, il y a des solutions. Alors, il y a des solutions. Alors, je crois que aussi, vous pouvez récupérer, peut-être transmettre aussi de quoi. Elle est juste devant Monsieur Wolf. Voilà. Vous passez le relais aussi. Alors, bon, ben ça, c'est nous. Ça. Eiffel Investment Group, juste en 2 mots, on est dans un groupe industriel. On fait partie du groupe Impala, dans lequel on trouve des sociétés d'énergie renouvelable, notamment. Donc, juste pas pour faire la pub, mais pour dire, on est parti des besoins de ces sociétés au départ, il y a quelques années, pour imaginer les solutions. Donc je vais dire à quoi c'est en fait la solution. Parce qu'on parle de gap. On parle de gap de financement un peu partout dans l'économie, et là c'est tout ce qu'on fait chez Eiffel, et on fait beaucoup de transition énergétique, mais pas que. Et le gap, en fait, que moi je voudrais souligner, c'est le gap entre le moment où il faut payer les fournisseurs, le temps industriel, le temps de construction, et le moment où vous figez votre coût de financement. Et alors, même dans le temps des tarifs d'achat, ce gap existe, puisque vous n'avez pas dealé avec Madame BNP forcément au moment où il faut payer Monsieur Vestas. Donc ça, c'est ce que traditionnellement on traite avec notre offre bridge. Voilà, on fait le bridge entre le moment où il faut
payer le fournisseur et le moment où on reçoit le financement long terme. Il y a une question de timing, il y a une question de réglage, mais beaucoup plus important que cette question de réglage, il y a cette question qui est reliée au PPA, qui est la question de l'optimisation. On a parlé à la table ronde précédente, j'ai noté, un champ d'optimisation. Voilà, mon champ d'optimisation, là, c'est cette hachure. C'est tout ce qu'il va falloir ramener en bas, qu'on avait oublié, ce que je disais tout à l'heure, mais qui ressurgit, et qui est ce risque, à qui je vends, qui suis-je pour vendre, et puis-je fournir cette qualité de service en continu. Mais il y a des solutions, et les solutions, c'est, en finance, c'est la diversification. On connaît la théorie moderne du portefeuille. La diversification permet, pour le même objet, quand on en ajoute d'autres, d'avoir un moindre risque. Et qu'est-ce que ça veut dire, diversification ? Voilà, la SNCF est un grand client, mais je vais avoir aussi des clients moyens. Peut-être que je peux trouver une collection de clients qui vont permettre de rehausser, comme tu disais, Sylvie, cette qualité. Et puis moi, qui suis un petit producteur, on ne va pas forcément me donner beaucoup de crédit. Si je suis agrégé par le talent des agrégateurs à d'autres producteurs, peut-être que là aussi, ça va rehausser. Donc ces choses-là prennent du temps. Et c'est pour ça qu'on a une offre de bridge qui peut aller jusqu'à 3 ans, peut-être aussi court que 6 mois, mais il faut du temps. Il faut du temps et pas seulement du temps, parce que ce temps permet d'optimiser le coût. Et encore une fois, le coût, c'est ça qui aussi a fait qu'on parle aujourd'hui de croisement des courbes. Et si on ne réattaque pas ce point, on risque de ne plus se retrouver à 300 l'année prochaine sur les PPA. Donc c'est quoi, d'avoir aussi des outils les plus souples possibles, si je comprends bien, par rapport à cette réalité dont on parle? Et le plus souple, ça veut dire qu'on accepte une incertitude. C'est-à-dire que, vous voyez, moi au début, je ne prête pas beaucoup. Je ne suis pas non plus complètement fou. Il y a une incertitude assez forte, mais en même temps, il y a une valeur d'actif. Il y a des crash tests. On va se dire, le prix ne peut pas quand même baisser plus que ça. Bon, donc on peut quand même mettre une certaine dette. Et puis au fur et à mesure, on va se dérisquer. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, DSM, Philips, non, je ne sais plus. Il y avait trois Hollandais. Ben ça, c'est déjà un dérisking. Et puis on même Google aussi dans l'histoire. Voilà, pardon. Il y avait aussi Donc, Google. Au fur et à mesure, c'est ça qu'on appelle la souplesse, c'est dire on va accorder un financement qui n'est pas figé, comme peut l'être un financement long terme par essence. Donc il va s'adapter au dérisking du projet jusqu'au moment où il va trouver son point d'optimisation du coût du financement long terme. Et aussi peut-être parce que comme la réglementation aussi n'est pas encore fixée là-dessus, on a aussi besoin d'intermédiaires. Bon, on peut rêver, je sais pas, on peut rêver d'un arène écologique, je sais pas, d'un prix auquel l'État rachètera de toute façon l'énergie renouvelable, qui permettrait à des petits producteurs quand même d'avoir un backup en termes de gearing. Enfin, je sais pas, j'ai pensé à ça aujourd'hui en vous écoutant, mais voilà. Réglementation, c'est comme quoi positif, ça se construit finalement cette Ouais. histoire au fur et à mesure. Vous voulez réagir les uns et les autres? Peut-être Cécile Moitry justement aussi sur, du point de vue de BNP Paribas, sur aussi cet outil proposé et ce qui a été évoqué aussi par Sylvie Perrin. Non, alors plusieurs commentaires. Effectivement, et la structure qu'on a devant explique très bien le sujet de la construction. Alors, je vais vous expliquer un peu dans quel contexte je vais faire mon commentaire. On connaît les financements bancaires pour ce type de projet. Il y a eu à une époque, et je crois quand on faisait référence au projet éolien avec des prévisions un peu optimistes, certains avaient peut-être en tête ces project bonds ou plusieurs portefeuilles de projets éoliens sur différentes zones qui avaient été structurées et puis qui avaient été peut-être effectivement pour lesquelles on avait surestimé la capacité ou du moins les prévisions de vent. Et donc, le sujet, c'est effectivement comment on fait le bridge entre la période de construction et puis la période de financement plus long terme. Les banques sont contraintes dans leur financement long terme et le coût de capital imposé à ça par rapport à ça est très lourd. Et en même temps, mais en général, mais ça c'est, je demande qu'à avoir
mes références un peu rafraîchies, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce genre de projet, on sait aussi pertinemment qu'en période de construction, c'est pas là où les intérêts sont les plus élevés. En général, les intérêts augmentent au fur et à mesure pour justement arriver à taille complète en période opérationnelle. Donc il y a une espèce de gap, et ça je suis tout à fait d'accord, sur le moment qui peut prendre le risque, qui on le prend, et puis faire matcher ça avec ce qu'on peut effectivement financer. Quand on fait un financement comme ça, les banques peuvent tout à fait venir en première ligne sur la période de construction, et puis en général, une fois que c'est opérationnel, il y a le refinancement qui se pose, et des instruments comme justement les project bonds avec rehaussement ou pas par des monolines à l'époque étaient des structures qui étaient envisagées, et je crois que c'est bon. Pour l'instant, il y a peut-être suffisamment d'attrait, d'intérêt pour ces types d'actifs pour qu'il n'y ait pas besoin de recourir à ça, mais c'est des solutions qui existent. Donc, il y a cette question de qui prend le risque, à quel moment et sur quelle durée, et comment on est rémunéré par rapport à ça. Pour l'instant, je comprends que voilà, la période de construction, c'est la période où les banques, finalement, n'ont pas les intérêts qui sont ajustés. Et le deuxième commentaire, c'est sur la question de la taille que vous évoquiez. Et là aussi, c'est un sujet, c'est qui finance quel projet pour quel montant. Et si effectivement on peut rassembler des petits projets et les mettre ensemble et qu'ils aient des contrats qui soient le plus homogènes possible, ça facilite l'analyse et ça évite de voir si on doit mettre ne serait-ce que 15 projets ensemble avec des contrats très différents, c'est extrêmement lourd dans la revue. Et donc, à partir du moment où il y a quelque chose d'homogène, on peut envisager des solutions également de repackaging, de transfert à un SPV, de financement auprès d'investisseurs. Alors, si je vous écoute, il reste encore beaucoup à construire autour de tout ça. Il y a encore beaucoup de place, je pense, pour la créativité, et l'ingénierie. Est-ce que les uns et les autres, ajouter quelque chose avant éventuellement que je passe aussi la parole à la salle pour une ou deux questions, c'est important moi, aussi. je voudrais juste ajouter le fait que ça me semble être un outil supplémentaire pour basculer notre économie dans une économie plus verte. Je pense que la transition énergétique doit être aidée par différents canaux, et ça c'est un des canaux qu'on peut utiliser. Aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à démarrer parce qu'on n'a pas de garantie d'origine, on a encore beaucoup de blocages, alors que dans d'autres pays, tout est beaucoup plus fluide parce que peut-être que l'administration considère que le corporate PPA, aux côtés d'un tarif, aux côtés d'un correct for difference, est un autre outil pour accélérer ce déploiement vers la transition énergétique. Mais en tout cas, ce que je vois dans le reste du monde, c'est que ça fonctionne très très bien. On va s'inspirer de vos exemples. Moi, un retour que j'ai aussi de certains professionnels, c'est que cette question du bridge, elle est assez clé aujourd'hui, notamment parce que le profil de risque du secteur est en train de changer. C'est-à-dire qu'à nouveau, on a plus de diversification, on a un basculement effectivement vers des systèmes beaucoup plus merchant, et puis aussi pour certains acteurs, un basculement vers des projets qui sont plus compliqués, puisqu'ils intègrent de l'hybridation, du stockage, etc. Donc tout ça pour dire que cette question du bridge, effectivement, j'entends beaucoup que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Voilà. Pierre-Antoine, Sylvie Perrin. Oui, je vais juste parler d'un exemple concret. C'est qu'en France, s'il vous faut 6, 7, 8 ans pour développer votre projet éolien, ça veut dire, alors, vous allez anticiper 8 ans avant de devoir négocier des PPA, c'est hyper dur. Et donc, c'est cette demande qui nous est adressée aussi, d'accompagner le lancement de projets en anticipant des négociations qui, elles, devront se conclure assez rapidement. Donc, ce qui est un petit peu la contreposée de ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je dois anticiper une construction qui va avoir un temps long par rapport à un temps commercial qui, lui, n'est pas forcément si long. Même si tout à l'heure, on disait avoir un portefeuille optimal peut prendre du temps aussi. Et voilà, il y a ces décalages. Et en France, ils sont violents à cause de tout ce qu'on connaît sur la difficulté de faire sortir de terre les projets. Sylvie Perrin, oui. Moi, je dirais il ne faut surtout pas manquer le train. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs de la finance, que ce soit les fonds, comme Elfel ou comme d'autres, travaillent à fond sur ces questions-là pour travailler sur ces nouveaux modèles. C'est le cas des banques. Il y a des comités qui s'organisent pour voir comment mixer la dette long terme, le financement de projets long terme et le leasing, par exemple. Comment faire des tranches de dette différentes. Il y a des réflexions sur ces sujets-là.
Et il y a des réflexions, on en parlait tout à l'heure, l'AFE a lancé un programme pour travailler justement sur cette partie du corporate PPA, tout un contrat. Nous, au sein de la plateforme verte, nous allons travailler sur un term sheet qui est vraiment plutôt un term sheet opérationnel pour se préparer. Donc l'idée, c'est quand les choses vont vraiment pouvoir être démarrées, quand on arrivera à débloquer quelques verrous, que tout soit prêt, que cette fois-ci, on ait pu anticiper. En tout cas, c'est mon souhait. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Kevin Mosas, Senti. J'avais une question relative à deux obstacles ou menaces pour le développement massif des PPA, enfin un PPA particulier qui est le on-site PPA. Donc en français, on dirait des projets d'autoconsommation avec un tiers investissement. Le premier, il est d'ordre plutôt comptable. Aujourd'hui, les normes IFRS, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais je me confronte à cette problématique régulièrement, font que visiblement ce type de projet impacte comptablement le niveau d'endettement des sociétés et qu'elles sont parfois réticentes à aller dans ce type de modèle. Et le deuxième point, aujourd'hui, réglementairement, un projet en autoconsommation donc réalisé par l'industriel lui-même qui investirait, il est exonéré de la CSPE. S'il fait appel à un tiers investisseur, c'est en cours de discussion aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair, le tiers investisseur, enfin le mégawattheure serait assujetti à la CSPE, ça fait 22,50 € de plus. Et donc ça peut mettre à mal beaucoup de projets qui sont en autoconsommation, ok, avec un tiers investissement, en autoconsommation totale, qui ne fait appel à aucune subvention, et donc ne bénéficie pas de la CSPE, du coup, du report CSPE, parce que justement, c'est 20 €, 20 et quelques euros, c'est le gap entre ce qui va être bénéfique pour l'industriel, le client final, et ce qui va le sortir complètement des projets. Voilà, donc j'aimerais savoir, sur le premier point, un peu vos réponses, et sur le deuxième point, vos réflexions, si vous travaillez dessus, si vous avez des arguments, justement, pour soutenir l'exonération de CSPE pour les projets on-site PPA. Merci. Alors on commence par quoi? Les normes IFRS? Ouais. Allez-y. Je vais peut-être dire un mot très rapide là-dessus, mais effectivement, c'est un sujet qui, enfin, notamment pour les sociétés qui ont eu l'expérience de corporate PPA, notamment à l'étranger, c'est un sujet qui vient rapidement sur la table, c'est le traitement comptable et le choix de la norme comptable. Sachant que vous pouvez avoir des variations selon les pays, effectivement, sur ce qui est applicable. Sachant également que lorsqu'on parle d'IFRS, IFRS 16 va évoluer, et donc va évoluer d'ici quelques mois. Et donc, voilà, il y a encore des incertitudes sur comment ces projets seront traités. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une question d'interprétation, à savoir si on considère que c'est du leasing ou pas, en gros. Oui, alors peut-être sur ces sujets-là, sur les aspects déconsolidants des corporate PPA, ça va porter généralement sur des grosses entreprises qui ont des besoins importants. Il faut savoir qu'en termes de structuration d'opérations, c'est quand même complexe à mettre sur des petits projets. Mais sur des grands projets, la question, ça va être pour le client, finalement, de ne pas porter l'actif dans son bilan. Et il va porter l'actif, alors il le portera, ou il portera la créance, en effet, maintenant avec des opérations de leasing. Il peut très bien ne pas être propriétaire, mais quand même porter l'actif parce qu'il est en quelque sorte l'acteur économique. Il est le bénéficiaire économique de par les contrats, de par les risques qu'il prend de l'actif. Donc il faut pouvoir séparer cette infrastructure qui est faite de son risque. Le client doit acheter de l'énergie. Il peut éventuellement s'engager année par année sur un volume d'énergie, mais en aucun cas, il peut acheter de l'énergie qui permet de couvrir exactement le coût de l'infrastructure. Donc, il y a certaines contraintes qu'il faut prendre en compte pour mettre en place un projet de ce type. Après, on est souvent sur des grosses opérations, des gros acteurs, donc ces opérations de déconsolidation se mettent, à ma connaissance, assez bien en place, mais en effet, comme tu le disais, Alexis, pas avec des opérations de leasing aujourd'hui. Il faut l'envisager autrement dans des CPE un peu élaborés. Pour la première. Peut-être sur... vous aviez tout l'autoconsommation, si on a tout éclairé, monsieur, sur ce sujet-là? Encore besoin? Non. Vous allez pouvoir échanger. Hein. Non, dites. Sur la partie FRS, mais sur l'autre point, sur le point CSPE. Oui. Oui. C'est bon, d'accord. J'ai peu de réponse sur le point CSPE. Alors, oui, allez-y. Oui.
Je ne sais pas si c'était une question ou une remarque, Ouais. parce que c'est plutôt une remarque que vous avez Oui, qui est en vraie. fait, Qui est- en fait, c'est- il la n'y a pas question, vraiment de c'est est-ce que commentaire à vous avez- faire. Est-ce que ça rentre dans vos réflexions aujourd'hui Ouais. et comment est-ce que vous avez quelle est votre réflexion sur ce sujet, éventuellement les arguments pour essayer de dépasser c'est une barrière. On parle bien aujourd'hui Oui. des risques et barrières. Non On n'a pas fini le travail sur le plan réglementaire. Je pense que le CER est bien impliqué sur ces sujets-là. Donc, on compte sur eux également pour défendre la profession. Il y a beaucoup de choses à faire. On a vu que voilà, Jean-Louis dit qu'il est d'accord, je crois. Il vient de le noter là. Vous avez vu les projets d'autoconsommation. Le CER a justement annoncé 20 mégawatts ont été attribués. C'est pas beaucoup. On est vraiment au démarrage et on sait tous que la vraie révolution, ça va être l'autoconsommation collective. Et là, on a des freins partout. Donc, heureusement, il y a un peu d'inventivité, il y a de la créativité. Il faut sortir du système. À mon sens, ces projets-là vont vraiment marcher quand on n'aura pas besoin du soutien de l'État. On va pouvoir vraiment le développer, mais il faut laisser le développer sur des échelles beaucoup plus larges. Il faut impliquer davantage des collectivités territoriales qui sont aussi très avancées dans leur réflexion. Il y a des projets aujourd'hui, on a vu des BPI sont pas rentables, ça sert même à rien de les faire, mais il y en a d'autres auxquels il faut penser pour les faire. Et après, il faut continuer en termes de lobby à essayer d'enlever quelques verrous qui existent pour permettre véritablement un gros déploiement de l'autoconsommation. Mais je suis d'accord avec votre remarque. Il y a des projets qui peuvent se faire aujourd'hui qui seront bien, d'autres qui ne servent pas à grand-chose aujourd'hui. Oui. Je pense que ça va être le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie aussi tous les 6 d'être intervenus sur cette table ronde et j'espère que ça a pu vous éclairer sur la maîtrise des risques. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.